Vivre ensemble. Tous les mercredis et dimanches, de 10h à midi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ensemble aujourd'hui pour 2 heures. Et Jean-Philippe, tu es là avec une invitée et partenaire. Oui, je suis là avec Mademoiselle Palot. Bonjour. Bonjour, Inès Palot. Inès Palot, qui est du Lyon Bondy Blog, qui vient du Lyon Bondy Blog, parce qu'on a décidé de faire un partenariat cette saison avec le Lyon Bondy Blog, et on va leur donner une carte blanche d'1 heure par mois, où ils pourront traiter des problèmes d'actualité qui leur tiennent à cœur. Alors Inès, d'abord, est-ce que vous pouvez présenter le Lyon Bondy Blog ? Oui, bien sûr. Pour vous expliquer en quelques mots, c'est un média, un web média, ce qu'on appelle un pure player, ce qui veut dire qu'il est uniquement présent sur Internet, avec un site web. On est également sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux. Un média de jeunes, quoi. Ouais, Facebook, Instagram, Twitter. Et si on peut le définir aussi, c'est que c'est un média associatif et participatif. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Exactement, et qui se veut formateur, où chacun peut produire du contenu. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir, c'est que vous êtes personnellement, vous êtes apprenti journaliste. Oui, c'est ça. Et quand on s'est rencontrés, vous m'aviez dit que vous vouliez faire de la radio. Ouais. J'ai dit, ça tombe bien, on a une émission de radio, donc on va faire de la radio. Et vous dites, alors, on dit aux auditeurs, vous êtes un peu stressés, mais ça va vite passer à la radio. Ils ont l'habitude, nos auditeurs. Vous êtes là pour vous entraîner. C'est votre première émission de radio en direct. Ah oui, complètement. Et donc, les gens pourront dire qu'ils vous auront écouté la première fois en direct sur Radio Pluriel. Et alors, vous allez nous parler de quoi pendant cette heure? Alors, notre émission ce matin, ça parle du 8e arrondissement de Lyon et de toute son activité, que ce soit politique, culturelle et entre autres associatif. Voilà. C'est quoi le 8e arrondissement pour les gens qui connaissent pas bien leur géographie lyonnaise? C'est quoi les quartiers du 8e? On peut retrouver quartier de Montplaisir, des États-Unis, Moulin à Vent. Voilà. Entre autres, évidemment, c'est une liste non exhaustive. Voilà, c'est un des quartiers les plus populaires de l'agglomération lyonnaise. C'est le 2e le plus peuplé, officiellement. Donc depuis 2016, les chiffres, on est à peu près sur 85 000 habitants depuis 2016. En tout cas, ces derniers chiffres à jour. Et donc, qui vous avez rencontré dans le 8e arrondissement pour parler de ce quartier, de cet arrondissement énorme ? Nous avons rencontré des associations. Tout d'abord, le maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane. Ensuite, nous avons rencontré des associations pour un petit peu échanger et peut-être confronter les propos du maire. Et voilà, donc nous avons eu plein d'intervenants, 6 intervenants pour être précis. Et voilà. Quand on débute, ça fait plein d'intervenants. Et pour à peu près 1 heure d'émission. Et c'est parti, on va commencer par qui, par quoi ? On va commencer par Olivier Berzane, qui est le maire du 8e arrondissement depuis juillet 2020. C'est un ancien directeur d'exploitation des gares de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il travaillait à la SNCF. Tout à fait, il a passé 43 ans de sa carrière à la SNCF. Et depuis sa retraite, il exerce la fonction de maire avec Europe Écologie Les Verts dans le 2e arrondissement le plus peuplé de Lyon. Et nous, on est venu un petit peu lui parler de son lien avec la vie de l'arrondissement. Et tout d'abord, on est surtout revenu sur les primaires d'Europe Écologie Les Verts. On va écouter ça tout de suite. On a enfin un candidat désigné, élu et bien élu, puisqu'il y a eu un très grand nombre de participants à ces primaires. Ce qui est un peu inédit pour une primaire des écologistes. Donc très heureux qu'il y ait un candidat qui soit en capacité maintenant de rassembler le plus de monde derrière lui, de toutes les composantes écologistes pour commencer. C'est important. Vous avez vu qu'il y a eu une réunion à Paris ce week-end et que l'ensemble des autres candidats, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Delphine Batteau, apportent leur plein soutien maintenant au candidat finalement élu Yannick Jadot. Oui. Et donc on va faire une campagne avec Yannick Jadot. On va essayer de porter les sujets qui vont être ceux de la campagne présidentielle et puis d'enclencher une dynamique derrière lui. Grégory Doucet, de ce que je sais, a une position qui est assez claire, qui est de dire
Je n'ai pas de position publique, je suis pour un large rassemblement et je soutiendrai la personne qui sera élue de l'élection des primaires. Je suis dans cette même position vis-à-vis de cette primaire écologiste et je respecte totalement la parole de Grégory Doucet. Puis, Olivier Berzane a balayé un petit peu tout son programme pour le 8e arrondissement, à commencer par les projets d'aménagement pour un territoire plus durable et plus écologique. Si vous avez suivi notre actualité, vous avez suivi un certain nombre de conseils municipaux, notamment celui où on a voté le plan de mandat et le plan d'investissement. Le plan de mandat qui décrit la manière dont on veut transformer l'arrondissement sur l'intégralité du mandat et le plan d'investissement d'1,250 milliard d'euros pour financer ce plan de mandat, en l'occurrence. Dans ce plan de mandat, il y a ce qui concerne tous les arrondissements de Lyon, dont le 8e arrondissement. Si on regarde simplement la partie investissement liée au 8e arrondissement, elle est de 150 millions d'euros pour le 8e arrondissement. Donc ça se traduit par notamment des investissements dans un certain nombre d'équipements qu'il est nécessaire de construire, reconstruire, développer, aménager, améliorer, avec une vraie volonté d'intégration des questions environnementales dedans. Quand on va reconstruire l'école Kennedy qui est à côté, qui est le dernier établissement pailleron de la ville de Lyon, qu'on va détruire dans les mois qui viennent, années qui viennent, en tous les cas, pour entamer sa reconstruction, on va se porter sur des modes constructifs qui vont être différents et conformes à ce que l'on veut, en termes de matériaux éco-sourcés, biosourcés, voilà, de construction avec un impact le plus faible possible, enfin de tout ce qu'il faut. C'est la logique aussi d'isolation des bâtiments, de rénovation thermique, de tout ce qui est voté. S'ajoutent à ces 150 millions, effectivement, les programmes villes qui sont liés, par exemple, à l'isolation thermique des bâtiments publics, à la végétalisation, à tout ce qui va se faire dans le domaine. En fait, tout ce que l'on fait, on le fait dans un esprit d'amélioration de l'environnement et de limitation de l'impact. Quand on décide de fermer une rue devant une école parce que c'est un des plus gros taux de pollution, comme on a fait cet été devant l'école Charles Péguy, où on a fermé la rue Joseph Chapelle, et de supprimer ça, c'est pour la santé des enfants, en premier, parce que c'est un parcours d'école. C'est pour pouvoir mieux vivre la ville en venant à pied à l'école. On va végétaliser et planter des arbres une fois qu'on aura passé la Sainte-Catherine, puisque à la Sainte-Catherine, tout va prendre racine, ce sera la bonne période. La déclinaison, elle se fait comme ça, elle doit se faire, et c'est ce qu'on va travailler maintenant de plus en plus. La première année, on a commencé à mettre en place des choses, à restructurer des conseils de quartier. On voit qu'il y a de plus en plus d'habitants qui viennent adhérer au conseil de quartier, parce qu'ils sentent qu'il y a des choses qui commencent à bouger et qu'ils vont pouvoir s'impliquer. Vous dites que vous travaillez en concertation avec les gens, mais des fois, sur des projets, vous n'êtes pas forcément avec eux. C'est par exemple. Mais de quel projet parlez-vous ? La piste cyclable sur la route de Vienne. La piste cyclable sur la route de Vienne. Vous parlez de quoi ? Des voies cyclables, des voies des lyonnaises ? voies cyclables, oui. Des voies lyonnaises, c'est ça ? D'accord. Les voies lyonnaises, il y a eu une large concertation avec l'ensemble des 59 communes pour arrêter le passage des voies lyonnaises. Il n'y a pas eu, à date, à ma connaissance, une concertation populaire sur le sujet. C'est ce qui va venir quand on va rentrer dans les phases de tracés finaux de ces axes, et puis des aménagements qui vont venir avec, et donc des conséquences que ça va avoir pour les endroits où cela va passer. Voilà, c'est la même logique de... J'étais la semaine dernière à leur demande avec les commerçants de l'Union des commerçants de Montplaisir sur le réaménagement de l'avenue des Frères Lumière. Encore une fois, il y a une démarche qui est totalement nouvelle parce qu'ils s'attendaient à ce que je vienne les voir avec un projet. Je suis venu les voir les mains dans les poches. Mais vous me parlez de piétonisation, qui vous a dit qu'il y aurait une piétonisation ? Peut-être, j'en sais rien, mais on en est au stade de commencer à entendre et à écouter. C'est-à-dire, à un moment, le réseau Express Vélo, qui était son premier nom, c'est un engagement de campagne électorale fort. On l'avait présenté d'ailleurs à l'époque. Il serait quand même dommage qu'on puisse nous reprocher de ne pas le mettre en œuvre. Donc on le met en œuvre. Maintenant, ce qui va venir, c'est les phases suivantes du terrain, de la relation, effectivement, avec les habitants sur le terrain. Après, pour tout ce qui est du reste de la politique locale que l'on conduit, on la conduit bien en concertation avec les habitants, via notamment les conseils de quartier qu'on a renforcés et qu'on fait fonctionner davantage.
Après les conseils de quartier, monsieur le maire explique qu'il souhaite créer les projets conjointement avec les citoyens et favoriser la démocratie participative. On a commencé à la mettre en place, à la relancer pendant le Covid. Et finalement, ça a presque été un atout, parce que le fait de tout faire en distanciel a permis à beaucoup plus de gens de se connecter aux réunions qu'on a organisées, parce que le déplacement le soir, la réunion à 18h, à 19h ou à 20h, ben, c'est pas forcément évident pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont seules, parce qu'il y en a qui ont des enfants à garder, parce que voilà. Et donc le distanciel a plutôt permis un début de redynamisation du sujet, et on a vu des nombres de connexions assez conséquents aux réunions de quartier en distanciel. Et puis ben là, on reprend un présentiel et on essaiera de voir, on se pose la question de maintenir d'ailleurs un bifonctionnement qui permette à plus de monde de participer. On a désigné un élu référent dans chacun des 6 conseils de quartier de l'arrondissement. Et puis, l'idée, c'est qu'ils deviennent porteurs de projets, qu'ils fassent eux-mêmes des actions, qu'on les accompagne sur ce qu'ils ont envie de faire, pour sortir de ce qui était la relation du conseil de quartier, qui vient avec ses questions et ses revendications auprès de la mairie, et dont finalement, il ne sort pas grand-chose, puisque on ne peut faire que des réponses de choses qui vont être à moyen ou long terme, et qu'ils ne vont pas voir se réaliser immédiatement. Donc à la fois, il faut qu'on partage l'information sur ce que l'on va faire avec les conseils de quartier. À la fois, il faut qu'eux-mêmes aient la possibilité de faire concrètement quelque chose. On a, il y a 15 jours, inauguré 3 boîtes à partage dans 3 quartiers différents. Mon Plaisir La Plaine, Bachut Transval et Mon Plaisir. Donc à Jet d'Eau, devant la mairie, là, au coin de la Maison de la Justice et du Droit, et place Général André à Mon Plaisir La Plaine. Ouais, c'est au quartier de Mon Plaisir La Plaine, mais en fait, le conseil de quartier s'appelle Pleine Santé. Voilà. On avait lancé un appel à projet d'initiative des conseils de quartier, un APIC, à financer. On a dit, voilà, on met 5 000 € sur la table par conseil de quartier, vous portez le projet que vous avez envie de porter. Ces 3-là ont décidé de porter la construction d'une boîte à partage. Ils se sont investis dedans. On a vu des personnes qu'on ne voyait jamais avant venir parce que le portage d'un projet les a intéressés. Et c'est eux qui ont proposé le truc, c'est pas nous. Voilà, la forme d'implication et de démocratie locale, elle doit aussi passer par la capacité des uns et des autres à proposer eux-mêmes des projets et à les porter. On va voir en 2022, on va franchir une autre étape avec la mise en place du budget participatif, et j'espère bien qu'il y a beaucoup de gens, même au-delà des conseils de quartier, qui vont s'emparer du sujet pour proposer des projets en investissement dans leur quartier. Selon les derniers chiffres de 2016 de l'INSEE, le 8e arrondissement compterait à peu près 84 000 habitants. Se pose alors la question du logement. Le logement dans le 8e arrondissement, c'est un arrondissement qui continue à voir croître sa population. Parce que y a encore une attractivité de l'arrondissement et un grand nombre de constructions qui se font. On a des quartiers importants en rénovation urbaine, la suite du projet de Mermoz, le projet de l'Anglais-Santi qui va se faire, donc qui sont des quartiers qui sont liés à la politique de la ville et aux critères liés à la rénovation urbaine, donc destruction de logements sociaux, de barres de logements sociaux à 100% pour une reconstruction en mixité. C'est aussi ce que l'on souhaite pour les quartiers. On est dans un arrondissement où on a 36% de logements sociaux et on ne va pas arrêter d'en construire pour autant. Par contre, on va arrêter de les mettre tous au même endroit. Ça, c'est notre volonté. Là où il y a 100% de logements sociaux, quand on est dans les quartiers en rénovation urbaine, et bien forcément, la reconstruction, c'est le développement d'une mixité sociale. De toute façon, c'est la loi. On ne peut pas reconstruire 100% de logements sociaux dans les quartiers en rénovation urbaine. La règle, c'est on détruit 100% pour reconstruire en mixité. Et dans les quartiers au périmètre d'Iris, donc c'est des petits périmètres très très fins selon l'INSEE, qui ont déjà un nombre de logements sociaux qui atteignent 40%, on ne reconstruira pas de logements sociaux dedans. C'est-à-dire qu'on va essayer de redévelopper, de continuer à développer du logement social, parce qu'il y en a besoin. On a 5000 demandes de logements en mairie ici. Ouais, alors une petite question que j'ai envie de te poser, Inès, c'est il parle de démocratie participative, il parle de logement. Que disent les citoyens? Quel est le son de cloche des citoyens? Ils disent oui, en effet, on a des contacts avec la mairie, ou ils disent non?
T'as eu des associations, t'as eu quelque chose? Alors, moi, j'ai rencontré Patrick Pinault, qui est président de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie du Rhône, pour avoir une vision un peu plus d'un spécialiste sur le sujet, notamment sur le sujet du logement social. Et il nous explique un petit peu ce qu'il en est. Ah bah ça tombe bien, on l'écoute tout de suite alors. Nous, on estime que la politique de la ville n'a fait que détruire le logement social dans le 8e arrondissement. Le projet de Mermoz Sud, c'était l'ancienne majorité. Donc, pour nous, le travail qui a été fait par l'ancienne majorité sur la politique de la ville de Mermoz, ça a été un vrai désastre au niveau du logement social. Hein, beaucoup moins de logement social, même si ça n'a pas été refait, même si ça n'a pas été reconstruit dans le même secteur, mais il n'y a pas jamais eu la compensation intégrale du nombre de logements prévus à cet effet. L'ancienne majorité a toujours joué sur la quantité de nouveaux logements qui étaient programmés en vue de satisfaire la demande de logement social qui était en augmentation permanente et qui, à ce jour, atteint 82 000 demandes, alors qu'il n'y a que 11 000 demandes de satisfaites et 75% des demandes sont sur la métropole de Lyon. Donc ça veut dire qu'ils n'ont fait que d'aggraver la situation. La solution, c'est de réhabiliter les quartiers. C'est-à-dire qu'on peut très bien conserver certaines structures immobilières et refaire une réhabilitation à la hauteur des espérances et de la qualité. Parce que on a l'exemple même dans le 8e arrondissement qui est Tony Garnier, où Tony Garnier, quand même, qui est une résidence des années 1920-1930, et qui, la première tranche, va être réhabilitée énergétiquement d'une catégorie F en catégorie B+. C'est-à-dire que le maximum de ce qu'on peut faire dans les logements en réhabilitation. Donc ça veut dire que si on peut le faire dans une résidence qui date des années 20, des années 30, on peut le faire dans des appartements, dans des immeubles des années 60 et 70. L'exemple même, c'est nous avons Audibert-la-Virotte. Alors, je dis pas qu'il faut forcément tout garder au niveau de la structure immobilière, mais on peut réaménager les espaces, on peut réaménager les façades, on peut les rendre beaucoup plus attractifs, on peut faire de la végétation extérieure aussi, on peut faire des panneaux solaires. Je veux dire, il y a toute une réhabilitation de qualité qu'on peut faire. On n'est pas obligé de faire que du chauffage urbain. Et à ce moment-là, on aurait un délai beaucoup plus court, et ce qui permettrait de pouvoir réhabiliter ces logements le plus rapidement possible. Donc ça veut dire que pendant toutes ces années qui vont venir encore, on va détruire encore des logements. On va détruire des logements, on ne reconstruira pas suffisamment. Il faut savoir que 2021, chez Grand Lyon Habitat, on n'aura que 250 logements de plus, c'est tout, qui étaient programmés, alors qu'il en faudrait au moins 5000 chez Grand Lyon Habitat pour minimiser la destruction. Le phénomène est qu'on repousse un problème que la ville de Lyon veut voir disparaître sur sa politique de la ville. Et je pense qu'en plus de ça, c'est une façon d'écarter les habitants de l'arrondissement pour les exporter vers une autre destination. Voilà. On a ensuite interrogé Monsieur Berzane sur le fonctionnement de la vie associative dans l'arrondissement et sur son rôle en tant qu'acteur public. Donc on a une instance de la vie associative qui s'appelle le SICA, qui est une instance légale qu'on réunit. Le SICA, c'est l'ensemble des associations qui d'ailleurs ont le droit de saisir le conseil d'arrondissement d'un certain nombre de questions, donc ils peuvent nous interpeller directement. Donc on a remis en route ce SICA qui ne fonctionnait plus vraiment,
On a créé à travers ce SICA des commissions, donc des commissions thématiques. Les thématiques ont été arrêtées avec les différentes associations qui participent à cette instance, qui elles peuvent être amenées maintenant à se réunir en toute autonomie pour travailler des problématiques qui sont les leurs, soit des projets sur lesquels ils veulent bosser, soit des thématiques qu'ils veulent creuser un petit peu. Ils peuvent, sur la base, y compris de ces thématiques, nous reposer des questions, ensuite partager entre associations, essayer de faire vivre le milieu associatif comme ça. On a vu au dernier forum des associations Place Rampas-Courtois un engouement dans la reprise de la vie associative importante, parce qu'on est dans un arrondissement où il y a beaucoup d'associations, de toute nature, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques, voilà, vraiment beaucoup d'associations assez dynamiques et assez vivantes. On a aussi, pour les aider, remis à plat totalement l'attribution des créneaux dans les salles gérées par l'arrondissement. C'est-à-dire qu'on a remis sur pied la commission mixte paritaire, qui est composée d'élus de la majorité et d'élus de l'opposition, et qui a pour mission de décider des critères d'attribution et d'attribuer les salles aux associations qui le demandent. Donc on est parti du principe, il y a quelques mois de ça, on a écrit à toutes les associations en leur disant « Vous n'avez plus de salles attribuées. Vous allez réexprimer votre demande, votre souhait, en termes de créneaux horaires, de ce que vous souhaitez, et ainsi de suite. Vous allez justifier à travers la fourniture des statuts et des PV des 2 dernières AG de votre activité. Et puis, en fonction de cela, on a repris toutes les demandes des associations et on a réattribué les créneaux. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des associations qui finalement ont demandé moins que ce qu'elles avaient avant. D'autres dont la justification de l'activité était un petit peu compliquée. D'autres qui avaient besoin de bien plus que ce qu'elles avaient jusqu'à présent. Et finalement, en refaisant un travail assez fin, on a réussi d'une part à satisfaire toutes les demandes, mais à satisfaire plus de demandes que de créneaux attribués avant. C'est-à-dire qu'il y a plus d'associations qui aujourd'hui disposent de créneaux dans les équipements publics de l'arrondissement qu'avant notre arrivée. Parce qu'il y a aussi des associations qui étaient installées dans des salles depuis des décennies, et qui avaient totalement privatisé à leur seule fin une salle de la ville. Alors, M. Berzane, il est maire d'arrondissement du 8e arrondissement, mais beaucoup de nos auditeurs savent pas tellement la différence entre maire d'arrondissement, maire central. Est-ce que vous lui avez posé ce type de question de savoir quel est son rôle par rapport à M. Doucet, qui est le maire que tout le monde connaît, qui est le maire de Lyon? Oui, exactement. Et il m'a même parlé de l'autonomie des mairies d'arrondissement et voilà. Ah, ça, c'est un serpent de mer, l'autonomie des mairies d'arrondissement. J'aimerais savoir ce qu'il peut nous dire dessus, là. Il y a eu un engagement fort de plus d'autonomie et plus de moyens envers les arrondissements, plus de responsabilisation. Ça s'est mis en œuvre assez rapidement, dès le début du mandat, et ça continue, et ça va continuer. On travaille à travers la conférence des maires d'arrondissement, qui se réunit à intervalles réguliers. La dernière a eu lieu le 23 septembre, qui est une véritable petite instance d'échange et de gouvernance entre arrondissements et villes. Ensuite, bien entendu, on a des contacts réguliers avec le maire de Lyon, mais comme avec l'ensemble des adjoints de la ville de Lyon. Tous les sujets sont traités en parallèle, en réseau avec les adjoints. Et c'est la même chose avec la métropole. Alors, je rencontre beaucoup moins souvent le président de la métropole que le maire de Lyon, mais c'est normal, je ne suis pas vice-président de la métropole, donc je suis que maire d'arrondissement. Mais pour autant, on s'est rencontrés il y a peu de temps, pour avoir un échange, un point sur le 8e arrondissement. On est associé maintenant à la conférence des maires de la métropole, ce qui est un moment important parce que ce n'était pas le cas avant non plus. Les arrondissements n'étaient pas associés à la ville de la métropole. Il y a la conférence territoriale des maires qui s'est mise en place sur le périmètre. Alors pour Lyon, elle est liée au périmètre de la ville de Lyon, mais qui nous permet d'avoir quand même ces points réguliers avec la métropole. Et moi, après, je travaille aussi de la même façon en direct avec les adjoints de la métropole, avec qui j'ai des sujets à traiter, qu'il s'agisse d'urbanisme, de logement, de mobilité, de tous les sujets qu'on a à traiter en lien avec la métropole. Vivre ensemble, chaque semaine, de nouvelles découvertes. La mairie du 8e arrondissement fait partie de la majorité écologique, mais comporte également des élus de l'opposition.
Et donc, d'après ce que vous m'aviez dit, c'est que vous voulez faire, vous, au Lyon Body Blog, vous voulez avoir après les gens de l'opposition. Ouais, tout à fait. Dans les prochaines émissions, c'est ce qu'on aimerait faire. Mais là, c'est pas vraiment figé dans le temps. On va un peu suivre encore l'actualité du 8e arrondissement. Oui, l'idée, c'est pas faire un one-shot, c'est de prendre pendant toute la saison ce qui se passe dans le 8e arrondissement, voir les discours du maire, quelles ont été les réalisations faites dans la saison, et les critiques faites, parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent, heureusement, et les critiques, donc les gens vont en parler, vont nous dire oui mais c'est pas vrai, oui mais c'est vrai, et donc vous allez pouvoir voir les associations qui vont critiquer ou qui vont dire oui tout à fait, c'est un très bon travail que fait Monsieur Berzan. Ouais, avec un suivi tout à fait. Et donc là on écoute quoi maintenant là? On écoute Monsieur Berzan. Encore? On continue, on va écouter Monsieur Berzan. Je travaille en équipe avec ma majorité. Forcément, je travaille pas de la même façon avec mon opposition. Par définition, c'est nous qui sommes élus et pas mon opposition. Mais j'essaye en tous les cas d'avoir des liens cordiaux, de répondre aux questions qui me sont posées. On a forcément des petits tiraillements, notamment en conseil d'arrondissement, mais c'est aussi un jeu d'acteur. Mais effectivement, j'essaye en tous les cas d'être le plus respectueux possible. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on n'a pas droit de citer, droit de poser des questions, droit d'avoir des informations, droit d'être invité à un certain nombre d'événements de la vie de l'arrondissement. Voilà. Donc non, on essaye de rester... c'est un arrondissement, quoi. C'est quand même le lieu de la proximité, l'arrondissement. Donc si on ne traite pas cette proximité avec l'ensemble des acteurs de l'arrondissement, en sachant que une majorité ne s'est pas déplacée pour voter. Donc est-ce qu'ils sont d'accord avec nous, pas d'accord avec nous à date? On peut dire qu'on n'en sait rien, on verra la prochaine fois. Et puis, c'est pas parce que des personnes ont voté contre notre projet qu'on doit les ignorer. Une fois qu'on est élu, on est l'élu de tout le monde. Olivier Berzan souhaite également travailler en relation avec les structures de proximité. Un exemple parlant, c'est le bureau de poste Grand Trou Moulin à Vent, route de Vienne qui devait fermer et qui est finalement encore bien présent. Oui, parce que le grand problème de ces arrondissements populaires, c'est que, comme partout, les services de proximité partent pour être au centre-ville et faut faire plus en plus de kilomètres pour aller à la poste ou des choses comme ça, même au cœur du 8e arrondissement. Ouais. Et donc c'est ça que va nous parler M. Berzan. Tout à fait. Ouais. Eh ben on écoute. Quand nous avons été informés des évolutions d'horaire d'un certain nombre de bureaux de poste ou de fermetures envisagées sur l'arrondissement, nous nous sommes retrouvés ici avec la direction régionale de la Poste pour faire un point sur cette situation, notamment sur ce qui était envisagé au départ, la fermeture du bureau de Grand Trou Moulin à Vent, route de Vienne, qui n'est pas fermé entièrement du coup, qui est tout ouvert des demi-journées dans la semaine. De la même façon était envisagée la fermeture du bureau ici à mi-temps de la place du Bachu, là. La discussion qu'on a avec la Poste nous a permis de réobtenir une ouverture plus importante que ce qui était envisagé. Et puis ensuite, alors après c'est leur politique et c'est à eux de le mettre en place. Moi je préfère un bureau de poste qui soit ouvert en permanence, bien entendu, et c'est ce qu'on leur a dit. Moi j'ai pas à rentrer après dans la logique qui est la leur de... En fait ils ont un engagement de par la loi qui est de garantir des points. Voilà, mais pas des ouvertures de bureaux de poste. Ça veut dire qu'ils doivent garantir le service pouvant être chez le boulanger, chez le boucher, dans un point presse, dans une épicerie, n'importe où. Et ça, c'est à eux de faire les démarches nécessaires pour mettre en place le service, mais en tous les cas, en termes de points de service, ils doivent le faire. Voilà. Donc, après, ils nous questionnent, est-ce qu'on a des envies particulières sur tel ou tel quartier de développer des points service et ainsi de suite. Et effectivement, pourquoi pas dans un quartier où le service n'existait même pas du tout, avoir un relais point service qui permet d'accéder à quelques services de la Poste n'est pas forcément inintéressant. Mais la demande qu'on leur formule avant tout, c'est le maintien du service public dans les cœurs de quartier, puisque on leur a dit, ici ce quartier Bachu, à côté, dans l'îlot Kennedy, on a voté au dernier conseil municipal quasiment 60 millions d'euros de travaux, quoi. On est à 200 mètres de la mairie. Très clairement, j'aurais dit, vous n'allez quand même pas me fermer le bureau de poste qui est à 200 mètres de la mairie, quoi. C'est juste pas entendable. Donc ils ont aussi entendu ça et ils nous ont aussi refait une proposition différente de la proposition initiale. Donc on travaille en relation, en tous les cas.
Alors ouais, c'est bien beau ce qu'il dit. Il a tout à fait raison. Le problème de services de proximité, c'est crucial, même dans une grande métropole comme Lyon. Mais il y a aussi, à côté de ça, il y a les commerces, parce que c'est bien beau d'avoir le service public. Si on n'a pas les commerces, c'est pareil. Il va falloir se déplacer, quoi. Bah, c'est justement la question que je lui ai posée. Comme vous êtes parfait. Sur les commerçants de proximité. Et ben on écoute ça tout de suite. Notre objectif, c'est que dans chaque quartier, on ait une association de commerçants qui existe et qui vit, qui soit vivante. On voit que là où elle existe, c'est beaucoup plus simple de travailler avec les commerçants. Montplaisir a une très grosse association de commerçants, l'Union des commerçants de Montplaisir, l'UCAM. Route de Vienne a une association de commerçants intéressante, s'appelle AVEC, c'est le pharmacien, Monsieur Trioler, qui en est le responsable. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des interlocuteurs avec qui on peut échanger sur les projets, parler des problématiques. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid, où on les réunissait pour faire des points sur leur situation, comment ça va, les informer sur les dispositifs de la ville, en lien avec la CCI, en lien avec toutes les chambres de commerce, tous ceux qui pouvaient les aider. Donc c'est important d'avoir cette association de commerçants. Et puis une association de commerçants, elle est porteuse d'une dynamique dans son quartier. Donc on va travailler, il y a une toute petite association qui s'est créée sur Mermoz, un commerçant, mais elle est trop petite pour le moment, il faut qu'elle arrive à fédérer beaucoup plus de monde autour. Il y a une association qui existe sur le quartier des États-Unis, mais qui n'est pas réellement active, donc il faut qu'on la remette en place. On veut qu'il y en ait une qui se crée sur la place Général André, avec ce petit paquet de commerçants qui est là, parce que c'est un quartier en devenir aussi, où il y a beaucoup de construction de logements, donc une croissance significative à venir. Notre idée avec les commerces, c'est que dans chaque cœur de quartier, on arrive à remettre en place des commerces de proximité, pour revenir au terme de la proximité. Parce que un quartier vivant, c'est un quartier qui, en son cœur, permet de consommer tout ce dont on a besoin au quotidien pour vivre. La boucherie, la boulangerie, l'épicerie vrac, voilà, tout ce qui fait qu'il y a du vie. Y compris la brasserie, le café, pouvoir aller prendre un petit café, pouvoir faire du lien social, se rencontrer. Et c'est ça qu'on veut essayer de pousser avec les commerçants, les associations de commerçants, la direction du commerce de la ville de Lyon, voilà, tout ce qui fait qu'on va redonner vie au cœur de quartier. Vivre ensemble. Alors c'était Daniel Balavoine qui chantait Quand on arrive en ville, la chanson de Starmania. Et donc quand les jeunes du Lyon-Bondy-Blog arrivent en ville, tout le monde tremble, les politiques tremblent par rapport à vos questions, les associatifs aussi. Alors comment vous a reçu Monsieur Berzane quand vous êtes allé le voir, quand vous êtes arrivé en ville avec votre micro et que vous êtes allé le voir en disant on a plein de questions à vous poser? Comment ça s'est passé? Bien, il a répondu à l'ensemble des questions. Ça a duré à peu près 1 heure d'entretien et il était assez précis et il nous a accueillis dans son bureau. Voilà. Et il n'y avait pas de prérequis en disant posez-moi pas de questions là-dessus. Vous aviez une carte blanche pour poser les questions que vous vouliez. Carte blanche, long entretien avec sur les sujets qu'on voulait et on a parlé un petit peu de tous ces projets quoi. Finalement. Et voilà, on parlait de démocratie participative, c'est ça aussi la démocratie participative, c'est de donner la possibilité à des jeunes journalistes de pouvoir interviewer les maires d'arrondissement et pouvoir leur poser toutes les questions. Et alors là, on va continuer. Vous lui avez posé quoi comme question là maintenant? Je lui ai parlé de l'éducation à une alimentation saine et surtout l'alimentation quand on est plus jeune, comment ça marche un petit peu dans les cantines, voilà. Alors ça, c'est aussi un sujet qui fait l'actualité, l'alimentation saine, l'alimentation dans les cantines. On va écouter ce que dit Monsieur Berzane. L'éducation à une bonne alimentation, on part du principe qu'elle part dès le plus jeune âge. Si effectivement les enfants apprennent à manger des produits sains, à manger des légumes, à manger des produits qui ne sont pas manufacturés mais cuisinés, qui ont du goût, forcément leur éducation, l'éducation du palais, l'éducation au goût et l'éducation à l'alimentation sera plus facile dans les années qui suivront. Donc ça c'est la base. C'est pour ça qu'on met autant d'investissements sur les enfants et sur l'éducation et sur l'école. Mais il n'y a pas que. Quand on va ouvrir VRAC à l'Anglais-Santi, on va contribuer à l'éducation à une alimentation saine des habitants du quartier l'Anglais-Santi, qui est le même quartier dans lequel on lance le territoire zéro chômeur, on lance l'agriculture urbaine, il y a déjà en place la cité éducative, il y a tout un tas de projets qui se mettent sur un territoire.
Mais l'ouverture de VRAC avec l'association VRAC de distribution à ses habitants, qui vont venir en bas de leur tour, en bas de chez eux, dans leur quartier, chercher à des prix sociaux, en l'occurrence des aliments sans emballage, sains, sourcés, bio, voilà, locaux, on va faire une alimentation saine et on va développer, leur montrer qu'il est possible de consommer autrement que d'aller acheter du manufacturé dans des gros paquets, dans des produits transformés, avec des tonnes d'additifs dans la grande distribution. Là, on est dans les quartiers qui en connaissent une très grande précarité. D'où une association comme VRAC qui va pratiquer des distributions à des tarifs sociaux, donc tout à fait accessibles. Épicentre, route de Vienne, pareil, une épicerie sociale et solidaire, de l'économie sociale et solidaire, qui a deux types de consommation. Il y a les consommateurs qui sont des adhérents de la vie courante, vous et moi, qui vont payer à un prix de marché normal le produit, et ceux qui viennent par le milieu, par l'affectation sociale en fait, qui voient une assistance sociale, et ainsi de suite, qui ont des problèmes de revenus, et qui eux vont acheter à des prix, des tarifs sociaux. Mais ils vont acheter la même chose que vous et moi. Ils vont acheter le même produit bio, le même fruit bio, le même paquet de riz bio, le même truc. Sauf que moi, je vais le payer 3 fois plus cher que eux. Voilà. C'est quand même une sacrée forme de justice sociale quand on fait ça. Donc il y a moyen d'arriver à faire du bon et du sain et du bio pour toutes et tous. C'est possible. Comme Monsieur le maire l'a précisé, on est allé voir VRAC, l'association, et nous sommes allés voir Julia Lévesque, chargée de mission dans l'association et référente du 8e arrondissement, qui nous a expliqué comment réussir à manger sain et pas cher. Nous, notre mission, c'est de développer des groupements d'achat d'habitantes et d'habitants du quartier pour garantir l'accessibilité à des produits bio, locaux dans la mesure du possible et commerce équitable, du coup à des prix beaucoup plus intéressants, puisque du coup on fonctionne sur l'achat groupé, la réduction des intermédiaires, l'achat en vrac, et nos salaires sont... En gros, on n'a pas de frais de magasin et on n'a pas de frais salariaux, puisque en gros on est payé grâce aux subventions, et on n'a pas de magasin parce que du coup on travaille, on est accueilli dans des centres sociaux, dans des structures de proximité sur chacun des lieux de distribution où on est. Donc ça, en gros, c'est notre action globale sur les groupements d'achat et sur ce travail sur l'accessibilité alimentaire de qualité. Ce qu'on fait en l'occurrence à Lyon 8, où on a un groupement d'achat en partenariat avec le centre social Gisèle Halimi depuis le mois de juin, à la demande aussi ressentie des habitantes et des habitants. C'est une demande qu'on avait depuis un bout de temps des habitants du 8e arrondissement de créer un groupement. Donc on avait des mails, pas mal, et on avait un groupement qui était à Vénissieux, Paris, du coup assez limitrophe en fait avec Lyon 8, où beaucoup de personnes souhaitaient s'inscrire en vivant dans le 8e et précisément avenue Paul Santy. Donc on avait senti qu'il y avait un besoin fort et qu'on avait été sollicité à plusieurs reprises. Puis on a été sollicité par le centre social aussi pour ce partenariat. Donc on s'est lancé quand on a pu. Les adhérents sont en grande majorité des habitantes et des habitants du quartier et de Paul Santy. Nos groupements, ils sont ouverts à 70%, et en priorité pour les habitantes et les habitants du quartier. Et après, on laisse 30% des places pour des habitants de manière générale de la commune sur lesquels on est implanté. C'est ce qui permet aussi de garantir la mixité sur les groupements et la rencontre avec des gens d'un quartier et d'autres aussi, et de se dire que ça bouge et que c'est en mouvement. On a effectivement pas mal d'actions d'animation, de sensibilisation, et aussi pour se faire connaître. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de personnes en fait dans les quartiers où on souhaite s'implanter qui sont déjà plutôt au fait de toute cette question de manger bien,
pourquoi manger bio en fait, mais se pose vraiment toujours la question du pouvoir d'agir et donc du coup de l'accessibilité financière aussi aux produits. Et donc on a quand même tout un travail effectivement qui est assez important, qui est de se faire connaître aussi pour que les gens puissent savoir que finalement en fait à travers des actions telles que les nôtres et d'autres ailleurs, avoir accès à des produits de qualité, c'est possible en dehors des circuits traditionnels qui sont ceux des magasins d'alimentation biologique ou autres, où les produits sont quand même à un certain coût. On est très en lien avec la mission Trieste pour la communication sur les projets. Il y a des groupes de travail aussi qui sont mis en place et l'idée aussi, oui, complètement, c'est de pouvoir faire connexion entre les acteurs publics, nous entre acteurs associatifs, etc., pour pouvoir communiquer au mieux et avoir des actions qui puissent être impactantes. Vous pouvez retrouver VRAC sur leur site internet en cherchant dans la barre de recherche. Le 8e arrondissement compte du coup beaucoup d'associations et aussi des associations sportives parce qu'il occupe une place assez importante dans le monde du sport. Le 8e arrondissement, encore une fois, c'est un arrondissement qui a plein d'associations sportives, y compris les gros clubs de foot de la ville. Moi, je travaille très bien avec le FC Lyon, par exemple, qui est un très gros club de foot, 1500 adhérents. Voilà, on n'est pas dans de l'anecdotique, qui a des bons résultats dans son club et qui fait un super boulot. Mais vous avez raison sur le fait qu'il y a une nécessité de diversifier. Donc, très clairement, moi, on va continuer à pousser avec Augustin Pêche, qui est aussi président de l'Office des sports de la ville, mon adjoint au sport. Voilà, on va continuer à diversifier, à pousser la diversification du sport, qu'on n'ait pas que de développement du sport par le football, parce que dans les quartiers populaires, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est le football qui plaît et que ça, je crois pas. Et c'est le nombre de demandes qu'on a de terrains de badminton, c'est juste incroyable. Au forum des associations, tout le monde nous disait mais il n'y a pas de club de badminton, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien. Et c'est vrai, il n'y en a pas. On a deux locomotives qui sont le foot et le basket. Bon, il faut qu'on sache les utiliser et en faire quelque chose d'intéressant. On aura une troisième locomotive qui est plus dans le 8e, qui était le Loup Rugby, en l'occurrence. Dans certains quartiers populaires, on pourrait aussi pousser le rugby. Voilà, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse avec Augustin. Mais je reviens, oui, sur le hand, le volley sont des sports tout à fait intéressants. Très inclusifs, en l'occurrence. On pousse aussi les clubs, y compris... alors, l'Asvel, on a la chance, c'est féminin. Que ce soit l'Asvel ici, ou que ce soit le club du Gymnase d'Argent, qui a envoyé d'ailleurs 3 jeunes filles au championnat d'Afrique cet été, en basket. Voilà. Donc, de ce point de vue, le basket ici, il est féminin. Voilà. Mais il faut qu'on pousse aussi, y compris le foot, pour les filles. Quand les clubs me disent « Mais monsieur le maire, on n'a pas de créneau pour les filles », je leur dis « Mais combien vous avez de créneaux pour les garçons ?» Excusez-moi, vous avez 100% des créneaux pour les garçons. À un moment, on peut peut-être faire 99% de créneaux pour les garçons, au moins commencer à mettre un 1% de créneaux pour les filles et avoir une équipe féminine. Et ça progresse. Quand on discute avec les clubs, ils commencent à avoir des filles. Alors, on est souvent en équipe mixte au départ, parce que chez les petits, en fait, l'équipe mixte, ça fonctionne très très bien. Et puis après, en grandissant, les équipes deviennent non mixtes, parce que forcément, le physique fait que ça ne fonctionne plus en mixité. Voilà, donc moi je suis pour une grande diversification des sports. Il faut continuer à promouvoir le sport amateur, un sport inclusif, un sport pour toutes et tous. Après, il y a d'autres sports qui sont plus anecdotiques, dont on en va parler, mais on a un club de ping-pong absolument incroyable dans le 8e. Après, on a du tir à l'arc, par exemple. Le plus gros club, il est ici, dans le 8e, au Clos Laya, là-bas, derrière. Voilà, donc il y a tout un tas d'autres formes d'activités sportives qui fonctionnent, qui sont plus anecdotiques, dont on parle moins, mais qu'on veut aussi continuer à soutenir. Et puis l'autre travail avec les clubs, c'est les emmener dans la transition écologique. Les clubs sont très souvent, jusqu'à présent, ils ne sont pas forcément posé la question de comment on vient, la mobilité. La mobilité dans les clubs sportifs, c'est un des plus gros impacts sur l'environnement. Le déplacement en voiture, le déplacement pour les matchs, l'accueil, on vient au stade en caisse, voilà. Ça, c'est un impact important. Ensuite, les faire sortir des consommables jetables. Ils sont extrêmement là-dedans pour le moment.
dans les gobelets en plastique, dans les bouteilles en plastique, dans les trucs et machins. Donc il faut qu'on arrive à travailler ces questions, vous voyez. Dans la consommation des fluides, dans l'eau, l'électricité, l'éclairage, la propreté. Il y a beaucoup de choses à faire avec les clubs de sport. Et ils sont captifs sur le sujet. Et, voilà. Et on a rencontré France Écologie Football, qui est prête à accompagner les clubs sur le sujet, qui est déjà en lien avec le FC Lyon par exemple, sur un certain nombre de sujets. Voilà. Peut-être qu'on peut travailler davantage, au lieu qu'il y ait 30 bagnoles qui se déplacent, peut-être qu'on pourrait faire en sorte qu'il y en ait 2 fois moins, ou qu'il y ait un minibus, ou qu'il y ait des moyens un peu plus mutualisés quand c'est possible. Peut-être qu'à d'autres moments, des transports en commun peuvent fonctionner aussi. Et puis à l'arrivée, on a juste le dernier kilomètre qui se fait par un autre moyen. Peut-être que quand on vient à 500 mètres le soir de son stade s'entraîner, on peut venir autrement qu'en voiture. Mais encore faudrait-il qu'on développe, je sais pas, peut-être que le club peut acquérir une flotte de vélos électriques, j'en sais rien. On peut trouver tout un tas de moyens différents de penser la mobilité et de l'organiser. Mais il faut que l'infrastructure soit là, il faut que le stationnement soit installé confortablement, qu'on ne se fasse pas piquer ses affaires, il y a tout un tas de choses derrière à structurer et à penser. Sur la question du sport, la mairie fait également équipe avec l'Office des sports pour communiquer avec les différents clubs. Alors, concrètement, l'Office des sports c'est un interlocuteur entre les différentes structures sportives de l'arrondissement et les services municipaux et surtout l'adjoint au sport Augustin Pêche du 8e arrondissement. Donc de façon concrète, c'est qu'on essaye de rencontrer un maximum les structures sportives de l'arrondissement. On essaye de faire un peu un cahier des charges des structures de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas et de quelle manière on peut les aider. Et dans un second temps, on relaie ces informations directement à l'adjoint. La première manière de les aider, c'est sur du conseil, sur de l'aide au financement, de trouver des subventions différentes, de faire remonter ce qui fonctionne pas, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de créneaux, les problèmes de subventions. En général, on sert surtout de haut-parleurs au club en direction des élus. Après la situation post-Covid qu'on a connue, c'est toujours très compliqué et faire un état des lieux dans la période, c'est toujours un peu tendu parce qu'effectivement, la visibilité n'est pas encore facile, mais le dynamisme au niveau de l'arrondissement, il est vraiment positif. Il y a beaucoup d'habitants du 8e qui participent aux activités, il y a beaucoup d'habitants du 8e qui sont adhérents de nombreux clubs du 8e arrondissement. Donc effectivement, tu as une vraie envie au niveau de la municipalité, tu as une vraie envie que le club soit que les structures sportives et les clubs sportifs soient partie prenante de la vie de tous les jours du 8e arrondissement. On a une offre vraiment diversifiée en termes d'activité dans l'arrondissement. On a des gros clubs, je mets vraiment gros avec des guillemets, comme le l'Asvel féminin et le FC Lyon Foot, qui sont un peu les gros clubs du 8e et qui apportent un peu de visibilité dans l'arrondissement. Mais on a vraiment, je vous confirme, vraiment une offre vraiment diversifiée dans l'arrondissement, quoi. L'objectif pour nous, donc au niveau de l'Office des sports, c'est d'inciter les jeunes et les moins jeunes à faire une activité physique. Et pour cela, on a l'aide d'Augustin Pêche, qui est l'adjoint au sport, pour essayer de dynamiser en fait tout l'arrondissement au niveau sportif. Un des leviers qui nous permettrait de pouvoir rajeunir un peu les effectifs dans les clubs sportifs, c'est effectivement d'avoir accès aux écoles, de pouvoir montrer vraiment qu'on a des clubs avec des encadrants qui tiennent la route et qu'effectivement on les prend au plus jeune âge. Après, je vous dis, dans le 8e, on a vraiment une offre pléthorique de tous les clubs. Donc après, c'est aux jeunes, entre guillemets, sur le forum des assos, sur des journées portes ouvertes, sur des initiatives à venir, entre guillemets, essayer des sports qui sont pas forcément les plus connus, comme le tir à l'arc ou l'escrime, et essayer de les inscrire sur ces clubs-là. Alors, comme tout le monde le dit, le club le plus important du 8e arrondissement, c'est l'Asvel féminin. Alors, bon journaliste que vous êtes, j'imagine que vous avez pu les interviewer, non, l'Asvel féminin? Oui, tout à fait. Je suis allée voir l'Asvel féminin, qui fait partie d'un des clubs les plus importants sur le territoire. Hier, ils ont gagné le champion d'Europe. L'Asvel masculin a gagné le champion d'Europe. Donc, tu vois, les filles sont très hauts aussi. Et j'ai pu rencontrer Fred Chevalier de l'Asvel féminin, qui revient un petit peu sur leur place dans le 8e.
On écoute ça tout de Le suite. club est installé dans le 8e depuis de nombreuses années et en dehors du collège, le principal occupant du gymnase Grignard depuis plusieurs décennies, ce qui fait qu'il y a une proximité et une implantation qui est déjà géographique avec le club et donc dans l'arrondissement. Ensuite, évidemment, il y a eu l'essor bien évidemment de l'équipe professionnelle qui est également installée dans le 8e du côté de Mano-Bonnet et qui a donné une visibilité encore un petit peu plus importante dans le secteur. Et puis enfin, il y a tout le travail qui est fait en termes de proximité. On l'a vu là au mois de septembre dans le forum des associations du 8e, où en fait le club a été représenté toute la journée, a mis en place quelques animations avec un panier de basket, avec quelques joueuses pro qui étaient présentes, des relations bien évidemment avec la mairie, avec l'office des sports, et puis tout le travail encore une fois dans les écoles où du coup là en post-Covid on va retourner dans les écoles pour effectivement continuer à intégrer le club dans la vie sociale et locale du 8e arrondissement. Donner envie de pratiquer avec dès le plus jeune âge, puis on démarre aux alentours de 4-5 ans pour l'école de mini-basket et plus particulièrement les billes de basket. Il y a cette dimension-là de former un maximum de joueuses issues du cru et pouvoir alimenter effectivement l'équipe professionnelle. Pour autant, c'est extrêmement dur d'arriver au sommet de la pyramide, extrêmement dur parce que pour former des joueuses professionnelles, c'est compliqué et c'est encore plus dur quand du coup on est à l'Asvel parce que évidemment on a une équipe de premier rang national voire même européen et donc du coup c'est vrai que c'est vraiment l'élite de l'élite. Donc oui, on a des joueuses qui sont formées au club qui arrivent à y jouer, mais on alimente aussi d'autres clubs de première division. On a plusieurs joueuses qui sont à Charnay-les-Mâcon en première division. On a une joueuse en Ligue 2 là qui a signé cet été, Monique Macani, qui a joué pendant 2 ans avec l'équipe professionnelle de Lyon. Donc il y a cette finalité-là, effectivement, mais il n'y a pas que cet objectif-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'objectif, entre guillemets, social, qui correspond aussi à l'ADN de l'association. Le sport féminin a une exposition médiatique moins importante que le sport masculin. Aujourd'hui, les choses bougent, on tend à un peu éclater ce plafond de verre qui est au-dessus de nos têtes. L'exposition, effectivement, de l'équipe pro fait beaucoup. C'est vrai que c'est une locomotive qui est extrêmement intéressante. C'est le cas aussi pour les filles du côté de l'Olympique Lyonnais, avec ce record de nombre de Ligue des Champions remportés consécutivement. Donc petit à petit, ça tend à se modifier, à changer. On commence à avoir un peu plus de sport féminin à la télévision, avoir une couverture un petit peu plus importante. Et ça, bien évidemment, ça passe d'abord par les têtes d'affiche avant de passer par finalement les sections amateurs et les équipes qui sont plus jeunes. On est dans une situation sociétale où on est effectivement dans cette phase de transition et c'est vrai que nous, en tant que club de sport, on a aussi des actions à mener et à avoir sur ce sujet-là. On tend à travailler sur du non-papier, par exemple. Donc on essaie d'imprimer au minimum un minimum de choses. On essaye de beaucoup communiquer du coup par mail. On a en place pour l'école de mini-basket qui est labellisée par la Fédération française de basketball un livret qui est à donner aux joueuses. Et nous, c'est un livret qui est totalement numérique, ce qui permet effectivement de ne pas avoir à imprimer 35 pages pour 40 joueuses chaque année et qu'on met à disposition. Donc voilà, ce sont des petites choses sur lesquelles on travaille. On est en train d'essayer de travailler aussi avec une association pour justement encore un peu plus approfondir le sujet et trouver de nouvelles méthodes de travail, d'organisation qui vont permettre de travailler sur ce sujet-là. Vivre ensemble. Alors, on a parlé de sport, on a parlé de corps, de bonne santé, mais et la tête, et la culture, est-ce qu'il y a quand même une vie culturelle dans le 8e? Moi, je connais un peu, il y a quand même une belle vie culturelle. Est-ce que vous avez parlé un peu de culture avec Monsieur Berzane? Justement, j'y venais. On a parlé culture avec Monsieur Berzane, et je lui ai posé un petit peu la question sur les structures culturelles qui sont présentes dans l'arrondissement. Nous, notre sujet, c'est de travailler avec les structures culturelles pour qu'elles rayonnent déjà sur l'ensemble de l'arrondissement.
Donc comment on bosse avec la Maison de la Danse sur l'ensemble des quartiers, comment on bosse avec l'Institut Lumière sur l'ensemble des quartiers, comment les quartiers viennent, y compris dans ces grosses maisons, ces grosses institutions. La Maison de la Danse bosse sur des festivals hors les murs, festival Accordance en été. Ils sont allés cet été sur tout un tas d'animations dans les cœurs de quartier. Donc voilà. Donc nous, notre intérêt, c'est d'utiliser aussi nos locomotives pour rayonner sur l'ensemble du quartier et bosser avec eux. Et puis ensuite, travailler au maximum avec les petites compagnies locales qu'on a sur les quartiers. Quand on a fait le plan On s'aime un peu beaucoup, sorti. On a organisé des animations culturelles dans chacun des quartiers. Dans les 6 quartiers, on les a fait avec 6 compagnies de l'arrondissement. Donc l'idée, c'est des petites structures, des toutes petites structures. Et on sortait de la crise Covid, donc pour elles, c'était important qu'on leur dise allez, on vous donne tant de milliers d'euros là, et vous nous faites une animation en cœur de quartier. Et ils ont répondu présent. Ils ont proposé immédiatement des animations à quartier. Il y a des trucs super qui se sont faits. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire rayonner les petites structures, de utiliser les grosses pour pousser le développement de la culture dans les quartiers, les faire rentrer en lien, se croiser, se parler. C'est la même logique avec la locomotive sportive qui est l'Asvel, par exemple. Quand on bosse de la même façon avec l'Asvel pour rayonner. Cet été, on avait une animation sur la place du 8 mai 45 à États-Unis. Les joueuses de l'Asvel, ils sont allés un soir. Voilà. Et ça change tout, quoi. Les gamins, ils sont sur leur place de quartier à États-Unis, ils voient débarquer les joueuses professionnelles de l'Asvel. Ben, c'est la même chose avec la danse, c'est la même chose avec le cinéma, c'est la même chose avec la culture. Les MJC de l'arrondissement, il y a les centres sociaux de l'arrondissement, il y a le nouveau théâtre du 8e, qu'on a rencontré en début de mandat pour faire un point sur ce qu'il fait, prendre connaissance. Ils sont aussi financés en partie par la ville de Lyon. Donc on a des conventions avec eux, bien entendu. Les MJC, on leur a reproposé, quand on a été élu, on a renouvelé les conventions pour une année, le temps qu'on leur redonne un nouveau cahier des charges et qu'ils puissent se repositionner par rapport au projet que l'on souhaitait voir mis en place. Et donc chaque structure culturelle et chaque centre social et ainsi de suite a joué le jeu, a reproposé un projet, s'est re-questionné sur ce qu'il a envie de faire pour les 3 ans à venir, ainsi de suite, et repasser devant la direction, devant moi, devant Julie Nublat, devant les services de la ville, ainsi de suite, pour expliciter son projet. On a discuté, on a amendé, on a fait des remarques, et puis on repart sur des nouvelles conventions. Mais les MJC, les centres sociaux, et ainsi de suite, c'est des relations naturelles, fréquentes. Ça fonctionne. Moi, je les ai vus encore la semaine dernière sur les appels à projets à venir de la politique de la ville, parce que toutes ces structures répondent aussi aux appels à projets de la politique de la ville, avec le milieu associatif. Donc toutes les MJC, les centres sociaux, tout le monde était là. Toutes les associations qui répondent aux appels à projets de la politique de la ville étaient là, pour qu'on partage les projets, parce que toute l'animation qui se passe dans les quartiers, c'est eux qui les portent. Justement, qui dit culture de proximité et de quartier, dit MJC. Nous sommes donc allés voir la MJC de Montplaisir et nous avons rencontré Hakim Kelaifa, pardonnez-moi pour la prononciation, qui est membre de l'association. Du coup, on a une salle de spectacle où on est déjà, nous, un peu programmateurs et on se met en lien avec d'autres compagnies ou dans le cadre de festivals ou de spectacles jeunes publics ou de projections. Ensuite, on bosse avec la Maison de la Danse, le Théâtre des Célestins, donc le TH8 dans le 8e. Donc, ça peut être des théâtres, ça peut être des petites compagnies, ça peut être des petites associations de quartier. Je prends le cas par exemple des Fous Furieux qui sont sur la photographie avec qui on a l'occasion de travailler plusieurs fois. Donc vraiment ça dépend vraiment de la typologie du projet. On bosse quand même avec les acteurs de l'arrondissement et pas que. Ça peut être aussi à l'échelle de toute l'agglo. On est assez autonome en fait dans cette gestion-là. C'est-à-dire qu'on a une subvention de fonctionnement, on est autonome sur notre subvention de fonctionnement et ensuite en fonction de ça, on a des thématiques qui peuvent être impulsées par la ville ou pas et ensuite nous on se met en lien avec les différents acteurs, que ce soit même la ville qui peut être un partenaire sur des actions ou ça peut être d'autres structures. On a une responsable de vie associative qui a pour mission d'animer un groupe de bénévoles qui peuvent proposer des actions, notamment autour de la passerelle d'exposition. Voilà, on essaye de les intégrer complètement à notre fonctionnement en fait.
par différents temps, que ce soit un temps convivial, que ce soit des temps qui sont formalisés sous forme de réunion. On sollicite un peu la parole des habitants, ou en développant les actions de l'extérieur. On a cette vocation-là de l'aller vers, c'est-à-dire qu'on délocalise toutes nos actions vers l'extérieur quand on peut. C'est-à-dire au moins une partie de nos actions, par exemple dans le cadre de ce qu'on fait l'été du cinéma en plein air, où des habitants sont programmateurs d'un film. Et ensuite, ce projet-là, il est retranscrit en extérieur et c'est complètement gratuit pour les personnes. Bien évidemment, on travaille aussi sur des ateliers photos dans le cadre des animations de proximité, encore une fois, plutôt sur la période estivale, qui sont pour le coup totalement gratuites. Voilà, pas mal de petites actions on délocalise. Et pour finir, un sujet qui est encore d'actualité, c'est le Covid. Alors nous avons questionné le maire du 8e arrondissement sur la campagne vaccinale de l'arrondissement. Parce que malheureusement, le Covid, c'est pas terminé encore, donc il faut encore se faire vacciner. Donc on a vu on va écouter ce qu'il a à dire. On a été sollicité, par exemple, cet été, pour mettre en place une campagne de vaccination sur le quartier Mermoz pendant 4 jours, avec la Croix-Rouge, pilotée encore une fois avec l'ARS et la ville de Lyon. Donc on a organisé sur 4 jours une campagne de vaccination au mois d'août. La deuxième tranche pour la deuxième dose a eu lieu là au mois de septembre, il y a un peu plus d'une semaine, 10 jours. Pareil. Donc quand on est sollicité, on contribue à la mise en place de la campagne sur le terrain. On avait mis en place des campagnes de dépistage, par exemple à l'Espace 101 dans le quartier des États-Unis, au plus fort de l'épidémie. Parce que à un certain moment, le constat qu'on faisait entre la ville et l'Agence régionale de santé, c'est qu'on pensait qu'il y avait des quartiers où il y avait réellement besoin qu'on se déplace pour aller chercher les gens. Donc ça, on l'a fait. Mais on n'est pas organisateur en tant que tel. On est simplement accompagnateur de ce qu'on nous demande de mettre en place au niveau de l'arrondissement. La ville, c'est une autre question avec l'ARS. La Duchère est intervenue 48 heures après l'annonce du gouvernement sur le pass sanitaire obligatoire pour l'été, quoi. Donc il y a eu un rush de tous les gens qui se sont dit bon sang, cette année je vais rien pouvoir faire si je suis pas vacciné, et qui d'un seul coup se sont dit hop, pass sanitaire obligatoire, je vais me faire vacciner. Donc ça a été compliqué, effectivement. Il y a eu un sacré rush à la Duchère. On n'a pas agi de la même façon sur la campagne de Mermoz. On n'a pas fait une grande communication grand public. On a ciblé la communication sur le quartier parce qu'on voulait que ça bénéficie au quartier. De fait, on a vacciné beaucoup moins de monde que probablement à la Duchère. Je ne sais pas combien à la Duchère ils en ont fait. Hein. On a dû en faire 250 à Mermoz. Mais au moins, on a fait les gens du quartier. Eh ben merci. On conclut là par la première émission qu'on avait fait avec le Lyon Bondy Blog. Inès, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Alors, si nos auditeurs sont intéressés par ce qu'on dit, sont d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a dit monsieur le maire ou les associations, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous ou à prendre contact avec le LBB. Sur le site du LBB, il y a contactez-nous, ils y vont et ils écrivent, ils posent leurs questions. Parce que comme vous le disiez Inès, vous allez revenir sur le 8e arrondissement, poursuivre, voir l'actualité, voir ce qui se passe, voir les réalisations qui sont faites. Donc, il y aura d'autres émissions faites sur le 8e arrondissement. Et déjà, il y aura une autre émission le mois prochain. Ça sera pas sur le 8e, ça sera sur un arrondissement mystère, un arrondissement populaire. Elle veut pas nous dire. J'ai essayé de la torturer un peu entre les prises pour savoir. Elle veut pas encore le dire parce qu'elle est pas sûre encore exactement de l'arrondissement. Mais on aura un autre arrondissement populaire de Lyon où vous aurez le maire aussi et les associations. En tout cas, pour une première émission, c'était très très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait de cette collaboration. J'espère que on en fera plein d'autres dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.